Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Baptiste Léger, directeur des affaires publiques et RSE de Lidl France. On verra notamment les actions du groupe en matière de recyclage, d'économie d'énergie et de management. Faut-il interdire les publicités papier dans nos boîtes aux lettres? Ce sera le thème de notre débat, une question qui pèse 800 000 tonnes par an. Et puis dans Smart Ideas, c'est la start-up Biomer et sa marque de boissons Jubile que vous découvrirez. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Jean-Baptiste Léger, bienvenue. Vous êtes donc le directeur RSE de Lidl France, directeur des affaires publiques également. On va détailler vos actions et évaluer comment vous voulez réduire votre impact environnemental. Peut-être une position de principe, parce que ça devient de plus en plus stratégique la RSE pour toutes les entreprises, pour toutes les marques. C'est quoi les grands principes pour vous ? Les grands principes de la stratégie RSE de Lidl, c'est d'abord d'être connecté avec la stratégie de l'entreprise. Et la stratégie de l'entreprise Lidl, c'est 3 principes, la simplicité, l'efficacité et la transparence. C'est ce qui fait que notre démarche RSE est concrète, tangible et appréciée par toutes nos parties prenantes. Et donc ça veut dire qu'avant de généraliser une bonne pratique, vous la testez par exemple ? Tout à fait. Notre entreprise a une politique d'expérimentation, d'innovation. Nous possédons 1550 points de vente en France, 25 entrepôts. Donc nous avons la capacité de déployer de nouvelles technologies que nous avons testées au préalable. C'est ce qui fait une grande partie de l'impact positif de Lidl aujourd'hui. Oui, effectivement. Alors justement, quelques chiffres. 1550 supermarchés, vous l'avez dit, c'est 25 plateformes, plus de 40 000 collaborateurs et 100% des sites approvisionnés en énergie verte en 2021. On commence à détailler un peu cette politique RSE. Sur ce dernier chiffre, déjà, c'est un objectif pour la fin de cette année, ça ? C'est un objectif qui est atteint déjà depuis le 1er janvier. Nous sommes le premier distributeur aujourd'hui à avoir 100% de nos sites, donc supermarchés, plateformes logistiques et sièges sociaux, alimentés en énergie verte. Alors, ça veut dire quoi ? Vous la trouvez où, cette énergie donc verte ? C'est à la fois une énergie qu'on achète sur le marché avec des garanties d'origine, donc qui nous prouvent que notre électricité provient de sources d'énergie renouvelables. Donc sur le début de l'année, c'était essentiellement de l'énergie hydroélectrique provenant de France. Et nous produisons aussi notre propre énergie d'origine renouvelable grâce à la surface de panneaux solaires qui sont installés sur nos supermarchés et sur nos entrepôts. Ils sont tous équipés de panneaux solaires ou c'est un programme en cours, ça ? Aujourd'hui, nous avons 160 000 m² de panneaux photovoltaïques installés et nous envisageons d'en avoir 500 000 d'ici la fin 2023, donc un triplement de la surface installée. Est-ce que ça veut dire que, quand on dit énergie verte, est-ce que ça vous coûte plus cher ? Alors j'imagine qu'il y a une part de la réponse dans le fait d'être votre propre producteur, mais est-ce que ça vous coûte plus cher ? Oui, il y a un surcoût à l'achat, c'est évident, mais c'est aussi un investissement d'avenir. On sait que le prix de l'énergie va augmenter dans les années qui viennent, donc la capacité à autoproduire l'énergie est importante. C'est aussi un gage de cohérence avec notre politique RSE. L'an dernier, par exemple, en 2020, nous avons ouvert le premier supermarché à énergie positive. C'est-à-dire c'est un supermarché qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme grâce justement à l'installation de panneaux photovoltaïques sur le toit et sur les ombrières de parking. Alors Lidl, c'est aussi un acteur de la mobilité électrique. Comment ? Grâce à des bornes de recharge, j'imagine ? Oui, donc Lidl ouvre en moyenne 100 supermarchés par an. Donc des ouvertures sèches, des déménagements ou des reconstructions. Et nous profitons de ces travaux pour installer des bornes de recharge électriques. Donc à la fin de l'année 2020, nous avions 1000 points de charge installés et nous allons atteindre 2000 points de charge installés à la fin de l'année 2021. Ça correspond à 3 points de charge ouverts chaque jour. Alors là aussi, c'est un service que vous proposez à vos clients. C'est un investissement lourd ? Oui, c'est un investissement, mais là aussi, c'est quelque chose qui est cohérent avec notre politique de montée en gamme qui a été lancée depuis 2012 et qui répond à une attente de nos clients, qui répond aussi à une attente de la société. On sait qu'aujourd'hui, l'un des freins à la mobilité électrique, c'est la disponibilité de bornes de recharge. Et donc Lidl fait sa part du travail en ayant aujourd'hui l'un des plus vastes réseaux de bornes de recharge et le seul alimenté à 100% donc en énergie verte. Ouais. Alors il y a un autre levier d'action, c'est le recyclage. Évidemment, vous avez installé des éco-box. D'abord, peut-être il faut nous rappeler, on en a déjà parlé dans cette émission, mais il faut nous rappeler comment ça marche. Oui, ce sont ce qu'on appelle des reverse vending machines en bon français, donc des automates de collecte de boissons
inversée, c'est-à-dire que vous apportez vous-même vos bouteilles plastiques dans ces appareils, et ces bouteilles vont être recyclées et réutilisées ensuite comme emballage de boissons. C'est aussi cohérent avec le modèle Lidl. Je vous parlais tout à l'heure d'un modèle qui est lié à l'efficacité. Aujourd'hui, 84% des déchets produits par Lidl sont recyclés, que ce soit du papier, du carton, du plastique et aussi des déchets organiques. Est-ce qu'il y a un intéressement comme avec un système de consigne pour les clients, les consommateurs qui rapportent leurs bouteilles? Oui, aujourd'hui, il y a une gratification de quelques centimes, donc qui permet bien sûr d'avoir un intérêt économique pour le client. C'est en bon d'achat? Oui, en bon d'achat Lidl. Vous pouvez aussi faire une donation à une association caritative. L'idée, c'est vraiment de faire entrer petit à petit dans les mœurs ce système de consigne pour recyclage. Et le vrac, vous y croyez chez Lidl? Aujourd'hui, nous avons plus de 10% de notre surface de vente qui est consacrée au vrac, sur les fruits et légumes principalement, mais aussi sur la boulangerie et également des rayons de graines. Oui, parce que alors les fruits et légumes, franchement, il n'y a pas de gros changements pour une marque de grande distribution. C'était déjà le cas depuis des années, le principe de vrac. Oui, mais c'est un impact extrêmement important. Ouais. Nous avons aussi des obligations réglementaires pour supprimer les emballages plastiques petit à petit de nos fruits et légumes. Aujourd'hui, on a 70% de nos fruits et légumes qui sont présentés sans emballage plastique. Ouais, c'est un gros effort de travail, d'innovation. Je vais vous donner juste un exemple précis pour avoir un impact. Ouais. Nous avons l'an dernier changé l'emballage de nos bananes. Nous avons remplacé le sachet plastique par un bandeau en plastique également. Eh bien, donc uniquement un bandeau qui fait le tour de la banane. Parce qu'il faut évidemment expliquer que ces bananes sont bio, elles sont fair trade. Ouais. Donc il y a des infos quand même à donner. Évidemment. Okay. Eh bien, c'est une réduction de poids de 80% de l'emballage et in fine, c'est plus de 120 tonnes de plastique qui ont été économisées juste sur le poste des bananes. Est-ce que vous testez, on parlait d'innovation, aussi, j'imagine que oui, vis-à-vis des consommateurs, est-ce que leur retour, c'est un accélérateur de mutation pour vous? Oui, bien sûr. Notre ADN, c'est l'innovation, c'est le test. Face à des changements réglementaires, nous avons une posture ouverte et nous essayons toujours de nouvelles choses. Ouais. Sur les retours des clients, c'est à la fois un intérêt et aussi quelque chose que l'on fait parfois sans le mentionner. Parce que le modèle de Lidl, c'est un modèle de simplicité. C'est un assortiment sélectionné de 1700 produits. Et donc, notre objectif, c'est toujours de rendre le produit le plus durable possible. Et donc, il faut qu'il soit accessible pour le consommateur. C'est vraiment ça la Oui, mais il faut aussi parfois changer un peu ses habitudes au consommateur. C'est là que c'est subtil. Quand on change un peu son modèle, quand on est dans cette mutation, cette transition écologique. Exactement, c'est pour cela que nous avons, depuis maintenant le début de l'année, 100% de nos supermarchés qui possèdent des produits issus de contrats tripartites, qui sont des contrats qui rémunèrent mieux les éleveurs. Et donc petit à petit aussi, nous éduquons les consommateurs, nos clients, à acheter des produits qui rémunèrent mieux les éleveurs. Et cela, nous le faisons en toute transparence, puisque justement, c'est indiqué sur l'emballage. Le Made in France, là aussi, c'est quoi la politique de Lidl? Quelle est la part du Made in France dans les produits que vous vendez? À date, 72% de l'assortiment alimentaire de Lidl provient de fournisseurs... Sur l'alimentaire, hein. Sur l'alimentaire. Provient de fournisseurs basés en France. Et je dirais même plus, 49% de ces fournisseurs sont des fournisseurs avec lesquels nous travaillons depuis plus de 15 ans. Ce qui montre que justement le modèle de Lidl, c'est un modèle de durée, c'est un modèle de construction de relations sur la durée. Vous lancez un miel 100% français, c'est ça? Tout à fait. Auparavant, nous avions un miel qui était origine UE. Et dans cette volonté de transparence, nous avons développé un miel 100% français. Donc c'est étiqueté maintenant en France. Et c'est un miel aussi qui a un bénéfice environnemental, puisqu'une partie de la somme du prix d'achat finance des projets de biodiversité. Est-ce que le bio, c'est un marché pour Lidl? Ou est-ce que, on entend très souvent que le bio est plus cher, et donc c'est un frein pour le développement du bio dans une chaîne de magasins comme la vôtre? Aujourd'hui, sur notre gamme permanente, nous avons plus de 350 produits bio. Mais ce sont des produits bio qui sont accessibles à tous. C'est ça la promesse Lidl. Et il est possible aujourd'hui de vendre des produits qui soient de qualité, du point de vue social et environnemental, à des prix accessibles à tous. C'est ça la force du modèle Lidl, c'est ça aussi la force de notre stratégie RSE, c'est de concilier accessibilité et qualité. Mais est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que vous avez plus de mal à trouver des produits bio accessibles, justement, au prix accessible? Notre politique d'achat, c'est une politique d'économie d'échelle. Donc nous arrivons aujourd'hui à avoir des prix très compétitifs, justement grâce à notre organisation qui est faite de simplicité, d'efficacité et de transparence. Alors je voudrais qu'on termine, il nous reste un peu plus d'1 minute 30 sur le S de RSE, la politique sociale du groupe avec ce programme Lidl Her. Donc on
On est dans la promotion des femmes à des postes de responsabilité. De quoi s'agit-il dans le détail? Aujourd'hui, Lidl est un employeur très engagé sur l'égalité homme-femme. Nous avons un score de 94 sur 100 de l'index égalité homme-femme et nous avons 55% de nos employés, de nos managers qui sont des femmes. Nous souhaitons aller plus loin, justement, pour progresser dans cet index égalité homme-femme et déployer un programme de leadership au féminin pour des hauts profils avec de la formation, de la communication et des parcours accélérés de promotion pour les femmes. Et ça veut dire qu'il y a des femmes au CODIR aujourd'hui, au comité de direction? Oui, aujourd'hui nous avons 2 femmes au comité de direction et l'ambition c'est sur combien de personnes? Sur 9. D'accord. Et justement, c'est une ambition de progrès, de faire progresser le leadership au féminin chez Lidl. Merci beaucoup, merci Jean-Baptiste Léger. À bientôt. Sur Bismart, tiens, je vais vous poser quand même une petite question, parce qu'on va faire un débat sur les publicités papier dans nos boîtes aux lettres. J'imagine que Lidl en fait pas mal. Ça, c'est une question d'impact aussi. Oui, chaque semaine, nous déployons un prospectus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Oui. Et c'est un prospectus qui est issu de papier certifié, FSC, et avec des encres végétales. Alors vous restez avec nous, Jean-Baptiste Léger, parce qu'on va parler de ces publicités papier dans nos boîtes aux lettres. Évidemment, j'imagine que Lidl utilise ce moyen de communication. C'est notre débat tout de suite. Faut-il interdire les publicités dans nos boîtes aux lettres? On en débat tout de suite. C'est l'un des enjeux de la loi climat et résilience qui est examiné en ce moment à l'Assemblée. Bonjour Guillaume Lejeune, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de Culture Papier. Merci Jean-Baptiste Léger d'être resté avec nous pour représenter Lidl. Je rappelle que vous êtes directeur RSE et des affaires publiques de l'entreprise. Alors, je vais donner quelques chiffres pour commencer, qui sont ceux du député Pierre-Yves Bournazel, qui devait être notre invité, je suis transparent avec vous, et qui, pour une raison X ou Y, n'est pas là sur ce plateau, mais c'est pas grave, on va faire très bien sans lui. Il donne ces chiffres-là, Pierre-Yves Bournazel. 18 milliards d'imprimés, 800 000 tonnes de papier par an dans nos boîtes aux lettres. Ce sont à peu près les vôtres ? Alors, on a des chiffres en ce qui concerne la consommation papier pour le prospectus qu'on appelle l'IP, légèrement inférieur. Aujourd'hui, on est plutôt redescendu aux alentours de 700 000 tonnes. C'est en fait une courbe qui a été ascendante pendant plusieurs décennies et qui, à partir de 2019, en fait, a commencé à s'inverser. Voilà. Et pourquoi elle s'est inversée? Parce que la publicité, je ne sais pas, digitale par exemple, a pris le relais? Principalement, vous avez mis le doigt dessus, en fait, la publicité digitale a pris de plus en plus le relais. Je rappelle simplement un chiffre très important. Aujourd'hui, le digital capte en France 52% des dépenses publicitaires, tous médias confondus. Voilà. Donc il se passe la même érosion dans le secteur du prospectus qu'il peut se passer dans d'autres secteurs type radio, télé, etc. Oui, c'est toujours une question qu'on se pose en matière de publicité, avec une question d'efficacité. Alors là aussi, je reprends un chiffre du député, 85% des publicités jetées sans être lues. C'est énorme, ça. C'est quand même un énorme gâchis si ce chiffre est juste. Alors là, pour le coup, je voudrais savoir comment il a été bâti. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous le savez, depuis maintenant 2006, donc le gouvernement a décidé de mettre en place un stop pub. Le principe du stop pub, il est très simple. En fait, vous ne voulez pas recevoir de prospectus dans votre boîte aux lettres. Vous mettez donc un stop pub et un autocollant sur la boîte. Et si l'entreprise met quand même un prospectus, elle peut être. Alors, donc elle reçoit une amende. Elle reçoit une amende de catégorie 5, si ma mémoire est bonne. Et je rappelle simplement donc que la loi AGEC en fait a été renforcée récemment, donc avec application au 1er janvier 2021, donc de cette fameuse amende. Donc les sociétés de distribution font très très attention avec ça. Donc je pose simplement la question au regard de ce chiffre. Aujourd'hui, donc ne reçoivent dans leur boîte aux lettres, les Français ne reçoivent dans leur boîte aux lettres que des prospectus qu'ils veulent potentiellement. Donc je voudrais savoir comment on arrive. Oui et non, parce qu'il y a des millions de Français qui ne mettent pas d'autocollants et qui, d'ailleurs, on va en débattre, parce que la logique est en train de s'inverser et qui donc reçoivent des prospectus sans forcément en être friands. Je voudrais, Jean-Baptiste Léger, que vous nous disiez ce que vous faites, vous, chez Lidl, parce que c'est un outil de communication pour une marque, notamment de grande distribution, évidemment. Tout à fait. Aujourd'hui, le prospectus papier est l'un de nos principaux médias, véhicules de communication auprès de nos clients. Lidl en distribue une dizaine de millions d'exemplaires chaque semaine, mais nous sommes engagés dans une démarche
démarche de réduction de notre impact environnemental avec l'utilisation de papier certifié, l'utilisation d'encre végétale. Nous avons aussi réduit de 1 mm la taille de notre prospectus en 2019. Et en épaisseur, c'est ça? En largeur. En largeur, et pardon. Nous avons économisé en épaisseur, il plusieurs reste pas dizaines plus de grand-chose. tonnes de papier. Ouais. Donc ce sont des engagements d'optimisation aussi qui sont là. Allez-y. Et en parallèle, bien sûr, nous développons le prospectus digital. Ouais. Cela permet aussi d'avoir une information qui est plus réactive. Par exemple, dans le prospectus digital de cette semaine chez Lidl, vous avez le relais d'une communication de l'Institut national du cancer sur des sujets de santé publique. Et donc le prospectus digital permet cela, permet de faire passer des messages de santé publique qui n'auraient pas leur place dans un prospectus papier où la place est très contrainte. Ouais. Alors j'imagine, je pose la même question sur l'efficacité, la part de ces publicités, de ces prospectus papier qui ne sont pas lus ou qui sont jetés. Je ne sais pas si vous avez pu l'évaluer. Comment vous évaluez l'efficacité d'une campagne de publicité via les prospectus? Aujourd'hui, nous voyons clairement que dans certaines zones, le prospectus est le vecteur clé qui fait venir le client en magasin. Dans certaines zones, nous avons fait des expérimentations pour le supprimer et cela n'a pas eu d'impact sur le business. Donc nous avons supprimé le prospectus dans certaines zones. Mais dans d'autres, il y avait un impact très très fort en termes de recul de visite et nous l'avons donc maintenu. Alors quand vous dites certaines zones, ça m'intéresse de rentrer un peu dans le détail. C'est quoi? C'est lié à des critères socio-économiques par exemple? Oui, aujourd'hui on voit niveau de vie On voit que dans les métropoles, les consommateurs ont plus l'habitude du digital. Et donc, ce sont des zones dans lesquelles on peut renforcer la communication digitale au détriment du papier. Oui, c'est l'un des arguments que vous utilisez, Guillaume Lejeune, pour critiquer le nouveau système qui est en train de se mettre en place avec la loi climat et résilience. Je vais l'expliquer, c'est tout simple en quelques mots, c'est une inversion de logique. Désormais, l'absence d'autocollant vaudra refus, c'est-à-dire que on mettra un autocollant 8 publicités si on veut de la pub. Et sinon, ça voudra dire qu'on n'en veut pas. Bon. Donc vous, l'un des arguments que vous donnez, Guillaume Lejeune, c'est de dire que l'interdiction de la publicité des prospectus dans nos boîtes aux lettres, c'est discriminant. Pourquoi vous dites ça? En fait, c'est une forme de diabolisation du consommateur. On est à une ère aujourd'hui où, je dirais, on souhaite préserver effectivement l'avenir de la planète, qui ne le souhaite pas d'ailleurs, mais ça s'accompagne parfois... Oui, mais il y a une chose entre le souhait et l'action. Alors justement, puisqu'on en parle, ce ne sera sûrement pas en supprimant le prospectus. Il faut, avant de répondre à votre question, il faut dire une chose très importante concernant le prospectus. Ce procès qui lui est fait, en fait, va être contre-productif pour plein de raisons. D'abord au niveau social, parce que c'est un document qui produit du lien social. Je reviens sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Il y a tout un tas d'endroits en France où les gens ne reçoivent quasiment pas de courrier ou alors des relances sur facture. Et le prospectus permet encore de créer ce lien social, a fortiori, lorsqu'on passe de l'information aussi dedans. Il fait vivre, je le rappelle au passage, directement 60 000 personnes. Et au-delà de cela... Qui sont des travailleurs plutôt précaires. Donc vous avez sur ces 60 000 personnes, vous en avez 30 000 qui travaillent donc pour les 2 principales sociétés de distribution de prospectus. Ce sont souvent des gens en situation précaire, revenus modestes, des foyers monoparentaux, des étudiants, des retraités. Demain, vous leur supprimez ça et c'est directement le RSA. Et venons-en au dernier point, donc, qui est en fait la partie environnementale. Pour le coup, ça va être contre-productif. Que va-t-il se passer? En fait, la nature a horreur du vide. Donc, on va se retrouver, à la place d'avoir un prospectus papier, on va se retrouver avec du numérique, qui pour le coup, et une ACV a été organisée il n'y a pas très longtemps dans ce sens par le cabinet Cantis, et vous allez avoir donc un prospectus papier remplacé par de la vidéo, et là pour le coup, avec un bilan carbone qui sera bien plus défavorable. Donc voilà. Si c'est une vidéo qui remplace le prospectus papier. Vous imaginez regarder 64 pages sur votre smartphone? Bon, ça dépend, et puis il y a d'autres formes de publicité. Qu'est-ce que vous pensez de cette logique de l'autocollant? Oui, pub, parce que c'est ce qui est en train d'être examiné à l'Assemblée. Donc, ce qui risque de se passer avec le WePub, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est une diabolisation du consommateur. Il devra donc s'afficher sur sa boîte aux lettres en maison individuelle à la rigueur. Bon, ça posera pas trop de problèmes. Dans des logements de collectivité, ce sera plus compliqué parce que vous serez... je dirais dans le meilleur... C'est ringard d'être celui qui veut de la pub dans sa boîte. Je ne comprends pas la logique de diabolisation. Vous serez, dans le meilleur des cas, vous serez peut-être celui ou celle qui aura des difficultés à boucler ses fins de mois et qui a besoin du prospectus.
dans le pire des cas, vous serez le salaud de consommateur. Voilà. Selon un sondage OpinionWay, 55% des Français jugent ces publicités utiles. Ça, c'est quand même un chiffre qui est intéressant. Jean-Baptiste Léger, il y a même des gens pour qui c'est vraiment un outil de consommation très important. Vous le ressentez, ça ? Tout à fait. Le prospectus Lidl est apprécié de nos consommateurs. C'est un vecteur pour venir en supermarché. Nous sommes engagés, bien sûr, aussi sur la réduction de l'impact environnemental de notre prospectus. Nous avons signé en début d'année avec l'ADEME une charte pour la promotion du stop pub, pour le coup, pour justement donner cette alternative aux consommateurs. L'expérimentation WePub qui est en cours de discussion, si c'est une expérimentation et qu'elle permettra de conclure à un impact positif pourra être suivi, mais si l'impact, comme le souligne monsieur, est négatif ou contre-productif, on pourra tout à fait revenir en arrière. Oui, mais alors, ce qui est intéressant pour une marque comme vous, c'est qu'il y a effectivement des consommateurs qui aiment les prospectus, qui les utilisent et pour qui c'est un moyen de faire des économies, et puis il y en a d'autres pour qui c'est insupportable d'avoir des publicités dans leur boîte aux lettres. Donc comment faire le tri entre les uns et les autres ? Le stop pub permet cela, justement. Par le stop pub, oui. Ça existe depuis 2006, c'est finalement relativement récent à l'échelle de notre société. Et donc la promotion de cet outil-là peut justement faire le tri entre les consommateurs qui refusent cette intrusion parfois dans leur vie privée et ceux qui finalement trouvent cela très convenable pour justement que la publicité vienne à soi. Il n'est pas sous-utilisé le stop pub aujourd'hui, faute de communication ? Alors, parlons un petit peu chiffres, puisqu'on a commencé avec ça. Le stop pub en fait s'est mis en France doucement, je l'ai dit tout à l'heure, ça a démarré en 2006. Aujourd'hui, on est à peu près à 22% des foyers français qui ont adopté le stop pub, avec en plus, je dirais, une promotion ou un appui assez fort de la part des collectivités, des mairies. Aujourd'hui, il n'y a pas de Français qui désire avoir un stop pub, qui peut pas se procurer ce fameux autocollant. Donc, ce qui nous surprend, c'est on a aujourd'hui un système qui a mis un peu de temps à se mettre en place, que les Français connaissent bien, et on voudrait leur dire demain, on arrête tout, et c'est à vous de faire la preuve, de fournir la preuve que vous voulez un prospectus. Encore une fois, la personne, je comprends tout à fait les Français qui ne veulent pas recevoir de prospectus dans leur... Quelques mots pour conclure. Voilà, dans leur boîte aux lettres, mais dans ce cas-là, il suffit de mettre un stop pub. Fin de l'histoire. On a bien compris le message. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas. On se désaltère. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Antoine Martin, cofondateur de la marque Jubile. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous proposez un kombucha bio, éthique et solidaire. Alors, je vais commencer par le début parce que j'avoue, je ne sais pas ce que c'est que le kombucha. C'est une boisson, mais c'est quoi ? Oui, alors le kombucha, c'est une boisson pétillante qui est issue de la fermentation naturelle de thé. Donc ça commence par une infusion de thé. Vous allez rajouter du sucre, généralement du sucre blanc de canne. Et vous allez ensuite rajouter des micro-organismes, un petit peu comme un levain quand on fait du yaourt ou du pain à la maison. Donc ce mélange va fermenter pendant des durées variables. Ça peut être plusieurs jours, voire plusieurs semaines en fonction du goût que vous voulez donner. Nous, avec Jubile, on veut faire des produits qui restent agréables à consommer. Donc on est en gros entre 1 semaine et 2 semaines. Et au terme de cette fermentation, on va rajouter des jus, des infusions pour faire des recettes assez savoureuses. Il y a ensuite une deuxième phase de fermentation, c'est ce qui va donner le petit côté pétillant à la boisson. Et ensuite, la boisson va être stockée au frais et va être conservée comme ça grâce à son caractère fermenté. D'accord, mais ça donne une boisson qui est forcément sucrée, très sucrée, ça se dose, j'imagine. En fait, le sucre, effectivement, il va servir de nutriment aux micro-organismes pour leur développement. Donc on va être quand même, c'est notre objectif, c'est proposer des alternatives saines au soda et autres boissons industrielles. Donc on est sur des taux de sucre qui sont 2 à 3 fois moins importants qu'un jus de fruits classique ou qu'un soda traditionnel. Et grâce à la fermentation, il y a des propriétés nutritionnelles qui sont assez intéressantes, sur lesquelles on pourra revenir si vous le souhaitez. Bio, éthique et solidaire, ça fait beaucoup de choses déjà. La partie bio, ça veut dire quoi ? Vous allez chercher des matières premières Oui, absolument. Notre sourcing est 100% bio, absolument. Et le bio, c'est pas tout. On a beaucoup d'ingrédients qui viennent de loin, forcément, du thé, du sucre. Donc, on a recours exclusivement à des filières de commerce équitable. Et pour toute la partie, on va dire, plutôt éthique et solidaire, le but, c'était vraiment de faire un produit sain, bien entendu, mais dans une démarche qui soit cohérente et globale. Donc, on a structuré notre fonctionnement sur la base d'un label et d'un référentiel qui s'appelle Bio-Entreprise Durable. C'est un label de RSE qui est porté par le SINABio. C'est le syndicat des producteurs et des transformateurs de la bio. Et le but, c'est vraiment pousser les entreprises de la bio à aller au-delà du cahier des charges européen
Donc ça va traiter toutes les activités de la société, de la gouvernance, donc comment on va faire en sorte que la RSE soit vraiment au cœur de l'ADN de la société et sert de fil conducteur à toute l'activité. Et on va traiter la gestion des ressources humaines, la responsabilité environnementale, la loyauté des pratiques, donc définir des indicateurs, définir une méthode d'amélioration continue et se donner les moyens d'être toujours un petit peu plus exigeant. Et puis pour la partie solidaire, on est aussi assez fiers d'avoir un agrément ESUS, donc qui est l'agrément d'État de l'économie sociale et solidaire, parce qu'en gros, on a inscrit dans le marbre l'humain au cœur de la société, on encadre les rémunérations, on encadre les primes, et on fait en sorte que la richesse qui est produite par la société soit avant tout réinvestie dans la société, dans l'outil de travail, dans les conditions de travail. Vous l'avez créé quand, l'entreprise ? En juillet 2017. Juillet 2017, donc cette démarche, vous l'aviez dès l'origine. Dès le début. Vous l'avez créée avec cet objectif. Oui, tout à fait. Avec François, l'autre cofondateur, on est ingénieur géologue de formation, donc pas grand-chose à voir avec l'agroalimentaire. Ouais. Et c'est vraiment une prise de conscience sur l'importance de l'alimentation sur la santé qui est à la base de tout ça. Et donc on a vraiment voulu, à un moment donné, on s'est dit, on va consacrer notre énergie au service d'une société qui promeut une alimentation plus saine, plus responsable et de faire vraiment les choses de manière cohérente. C'est pour ça qu'on a tout quitté pour créer cette société. Ouais. Alors justement, les avantages nutritionnels de ce kombucha, c'est quoi ? C'est toujours un peu délicat de parler d'avantages nutritionnels pour des boissons, parce que tout ça, ou pour de l'alimentaire d'ailleurs, parce que tout ça c'est très encadré. Mais en gros, c'est caractérisé par 3 aspects principaux. On va retrouver les antioxydants du thé, puisqu'il y a une infusion de thé au début, donc tous les polyphénols du thé se retrouvent dans la boisson. On va retrouver ce qu'on appelle des acides organiques. Donc, ça va être le fruit de la transformation des sucres dont on parlait tout à l'heure par les micro-organismes. Donc, ils ont différentes propriétés, mais notamment celle d'aider le foie dans l'élimination des toxines. Et enfin, celle dont on parle souvent, c'est le côté micro-organisme vivant, puisque c'est une boisson qui n'est pas pasteurisée. Et donc, on sait aujourd'hui que consommer des aliments fermentés, dont le kombucha, ça permet de contribuer à un certain équilibre au niveau de la flore intestinale. Et cette flore intestinale, elle-même, elle est hyper impliquée dans le bon fonctionnement du système immunitaire, l'assimilation, la digestion. Donc voilà, ce sont ces 3 aspects-là principalement. Ouais. Et en quelques mots, vous en êtes tout de votre développement ? Alors là, aujourd'hui, donc nous, la marque Jubile, elle est présente en restauration, en magasin spécialisé bio. On a à peu près 800 points de vente avec 2 tiers en réseau bio et 1 tiers en restauration. On espère que, comme tout le monde, que ça redémarre un petit peu sur la restauration. C'est pour bientôt, je croise les doigts, c'est pour ça. Bientôt. Et depuis le début, en gros, voilà, on multiplie par 2 notre activité tous les ans. On a pas mal d'enjeux. Là, on va essayer de se structurer un petit peu. On a une levée de fonds qui est prévue cette année. Mais toujours vraiment garder au cœur ces engagements RSE et ce produit sain qu'on souhaite développer. Merci Antoine Martin, bon vent à Jubile. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous nous retrouvez évidemment sur bismart.fr, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.